Bonjour, je n'ai pas la grande habitude des grandes salles, mais Nathalie Chavreau, je suis cadre de santé depuis une dizaine d'années dans un établissement médico-social et auparavant j'ai exercé ma profession d'infirmière dans un établissement sanitaire pendant 15 ans dans un service de réanimation. Voilà. Donc je vais présenter la salle d'apaisement que nous avons mis en place comme une alternative à la contention chez l'enfant et chez le jeune adulte. Tout d'abord, je vais vous présenter la RIMC, parce que ce n'est pas la PF, et le pôle CEMC-SAD, la genèse de la salle d'apaisement, son fonctionnement et le bilan qu'on en a fait chaque année. Donc, l'Association régionale des infirmateurs cérébraux, c'est une association de famille qui accompagne plus de 900 usagers dans 31 établissements et services de la petite enfance à l'âge adulte et qui représente à peu près 1000 salariés. Donc le pôle CEMC-SAD, c'est un des établissements de la RIMC qui comprend donc 2 CESAD, un CESAD plus particulièrement pour des jeunes enfants porteurs de handicap moteur et avec 2 antennes à Limonest et à Villefranche, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon, et un deuxième CESAD qui est destiné plus à l'accueil d'enfants avec des épilepsies sévères pharmacorésistantes, qui est sur Saint-Fond. Et le centre d'éducation motrice, donc, qui est à Dommartin, qui est au nord-ouest de Lyon. Le centre d'éducation motrice de Dommartin, c'est un établissement médico-social avec un agrément pour l'accueil de 110 jeunes adolescents et adultes, de 11 à 10 ans, parfois au-delà, avec l'amendement Creton, que je suppose que vous connaissez aussi. Les jeunes sont porteurs d'un handicap de type paralysie cérébrale, avec plus ou moins des troubles associés, des troubles cognitifs, des déficiences intellectuelles, des troubles envahissants du développement, des troubles de comportement. Les jeunes sont accueillis en internat complet ou en internat séquentiel, nous avons 72 lits, et un externat, environ 25 jeunes. Le parcours d'un jeune au CEM, l'admission d'un jeune est prononcée en commission pluridisciplinaire après la réalisation d'une journée dite de préadmission. Le parcours est ponctué de bilan d'entrée, une synthèse annuelle, un bilan d'orientation et un bilan de sortie, avec à chaque fois la signature d'un contrat de séjour. La prise en charge est à la pluridisciplinaire, à la fois sur les groupes de vie, nous avons 2 groupes d'accueil, et 4 groupes de moyens grands. Il y a également une prise en charge par le pôle unité d'enseignement et ou par le service éveil éducatif et culturel, avec pour certains la participation à des ateliers de préparation au travail, s'ils le peuvent, et une prise en charge également sur le pôle soins en fonction de leur projet de soins personnalisés. Donc pourquoi la salle d'apaisement ? On avait de plus en plus de jeunes porteurs d'un handicap moteur avec des troubles associés, de type troubles envahissants du développement, avec pour certains un besoin de manifester leur mécontentement de façon très bruyante, avec parfois des gestes violents envers le matériel, les autres jeunes et ou les professionnels. Une autre raison, une architecture des groupes de vie qui compte plusieurs espaces communs, salle à manger, salon, chambre double, et très peu d'espaces intimes. Il y avait, sur les 72 lits, on a seulement 12 chambres seules. Et bien sûr, la vie en collectivité qui ne permet pas ou difficilement aux jeunes d'exprimer leur mal-être sans impacter les autres jeunes du groupe. Certains, voire même, sont effrayés, surtout les plus dépendants, pouvant même parfois déclencher des crises d'épilepsie face à l'agitation de certains d'autres jeunes. L'objectif de la salle d'apaisement, c'était surtout d'améliorer la prise en charge des troubles du comportement, pour ne pas les banaliser, mais sans pour autant en faire une affaire d'État, protéger les autres jeunes et la vie du groupe, et assurer un relais également entre professionnels éducatifs et soignants.
Un peu d'historique et la genèse de cette salle d'apaisement. Donc en 2013, nous avons fait une évaluation interne qui nous a permis de faire émerger plusieurs problèmes. Nous avons admis plusieurs jeunes qui présentaient des périodes d'agitation importantes et répétées, qui aboutissaient parfois à un besoin de contention humaine, une contention parfois imposée dans l'urgence pour protéger le jeune et son entourage, avec parfois la mise en place d'un isolement improvisé, soit en salle de soins à l'infirmerie ou dans la chambre du jeune, ce qui pouvait s'avérer dangereux par la présence de matériel, et les professionnels devaient vider les pièces avant d'installer le jeune pour le calmer. La contention humaine prolongée a généré également des blessures et de l'inquiétude auprès des professionnels, des blessures qui ont engendré des déclarations d'accident de travail et beaucoup de doutes sur la légalité de ces interventions. Donc l'équipe d'encadrement s'est saisie des recommandations de bonne pratique de l'ANESM et une première ordonnance nominative de contention, si besoin, a été rédigée par le psychiatre, qui définissait la condition de la mise en œuvre avec en parallèle la commande de matériel de contention de type ceinture ventrale. Mais aucun matériel ne s'est montré vraiment ergonomique. On constate en plus que les immobilisations sur un lit sont plutôt inefficaces et souvent heurtent la sensibilité des professionnels. La salle de soins où est présent du matériel médical fragile ne semble pas non plus un lieu très adapté pour isoler le jeune agité. L'analyse a posteriori de toutes ces situations fait émerger une demande d'un lieu adapté pour gérer ces agitations, et de là, l'idée au départ d'une chambre d'isolement est évoquée. En 2014, nous avons eu l'évaluation externe. L'équipe de direction prend la décision d'autoriser la transformation d'un bureau en chambre d'apaisement sur le pôle soins. Donc pas une chambre d'isolement qui a une connotation de problème infectieux et une référence à l'hôpital qui dérangeait beaucoup de personnes. Nous avons donc formalisé et validé une procédure d'utilisation de cette salle d'apaisement. En septembre 2014, nous avons mis en place en service la salle d'apaisement avec plusieurs révisions de la procédure d'utilisation, toujours en concertation avec les professionnels et en informant les familles via le Conseil de la vie sociale. En 2015, c'est l'actualisation du projet d'établissement qui reprend également comme axe d'amélioration la prise en charge des troubles du comportement, ou plutôt l'amélioration de la prise en charge des comportements problèmes. Et en parallèle, au niveau associatif, la commission éthique mène une réflexion sur violence et contention, avec la formalisation également de préconisations pour accompagner les professionnels dans leur prise en charge au quotidien. Donc, quelques photos de la salle d'apaisement. L'objectif était de diminuer au maximum toutes les stimulations. Donc c'est une pièce, une salle sans mobilier. Il y a juste deux tapis au sol et des poufs. Sécurisé, les angles de mur sont calfeutrés, les prises sont condamnées. Sans stimulation visuelle, il n'y a pas de tableau. Sans stimulation auditive, il n'y a pas de musique. Et la salle est située à distance de l'animation des groupes de vie. Nous avons fait également installer un hublot dans la porte pour permettre une surveillance sans déranger constamment le jeune qui essaye de retrouver son calme. Donc il existe en parallèle de cette procédure d'utilisation de la salle d'apaisement une procédure également pour la prise en charge d'un jeune agité et violent qui redonne les grandes règles: ne pas intervenir seul, demander de l'aide, écouter, rassurer, ajuster la proximité physique, informer l'infirmerie pour mettre en place le protocole thérapeutique s'il existe, sans trop attendre. Donc si malgré cela, l'agitation persiste, le professionnel prend l'avis du chef de service pour accompagner le jeune en salle d'apaisement. Je vais mettre ça. Pour l'accompagner, le professionnel informe le jeune et essaie surtout d'avoir son accord.
L'infirmière questionne sur la présence de douleurs physiques et un antalgique est systématiquement proposé. L'infirmière informe également le jeune qu'on reste à proximité. On lui demande s'il veut qu'on ferme la porte et s'il en a la capacité d'entendre, on peut lui proposer de la laisser ouverte. Le jeune pourra sortir soit sur sa demande après évaluation par l'infirmière, soit sur proposition de l'infirmière. Le professionnel qui a sollicité l'utilisation de la salle d'apaisement complète également une fiche appelée « Signalement, comportement difficile et inadapté » qu'on retrouve un petit peu plus bas. Voilà. Sur cette fiche, on demande surtout aux professionnels d'identifier le contexte avant la crise et de noter les heures pour essayer de repérer les signes qui permettront d'être anticipés et de prévenir un autre épisode de violence. Les familles sont systématiquement informées avant le retour du jeune à son domicile et chaque passage en salle d'apaisement est analysé en réunion cadre. Si je remets. Donc nous faisons un bilan annuel des passages en salle d'apaisement. Donc le nombre de jeunes accueillis sur ces 3 ans d'utilisation varie peu. Il y a eu 6 jeunes accompagnés en 2015 et 2016, 7 en 2017. Un jeune peut être accueilli une seule fois et d'autres plusieurs fois. En 2016, une jeune fille a été accueillie 8 fois sur l'année. Un relevé détaillé de chaque passage est fait avec une estimation de temps passé pour chaque jeune, qui se situe environ entre 15 minutes et 2 heures en 2017. On ne voit pas trop, mais là, dans cette partie, il y a vraiment des détails qui sont indiqués après l'analyse de chaque fiche de déclaration. Le bénéfice de cette salle, certains jeunes maintenant font eux-mêmes la demande d'être installés dans la salle d'apaisement quand ils sentent que la pression monte. Nous avons constaté également que dès l'installation du jeune dans la salle, les cris et les agitations cessent assez rapidement. Et depuis 3 ans, nous n'avons plus eu recours à des injections intramusculaires faites en urgence de tranquillisants. Les difficultés rencontrées, les fiches de signalement sont parfois mal renseignées, surtout au niveau de l'heure de sortie, ce qui rend difficile l'analyse du temps nécessaire pour l'apaisement. Et la salle d'apaisement se situe sur le pôle soins qui se trouve à l'opposé des unités de vie. Donc, lorsqu'un jeune est très agité, l'accompagnement est parfois difficile et un peu musclé. Et après 16h30, le personnel de l'infirmerie part sur les groupes de vie pour faire les soins et ce sont les éducateurs, un éducateur qui est mobilisé pour venir sur le pôle soins pour assurer la surveillance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez des questions.